Bien évidemment, c'est André Paché. Donc, de par le Paché présent parmi nous, j'avoue que j'ai envie de laisser la première parole à Maurice, si tu veux bien. Oui, moi, j'ai réfléchi, j'ai pensé à cette matinée et je me suis demandé ce qui m'importait de dire d'abord. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais aux prémices des enquêtes de l'UPCP, c'est vrai, puisque j'avais 12 ans. C'était mon frère André qui était alors à la guerre d'Algérie et qui s'est rendu compte là-bas, bon, je répète en résumé, hein, il s'est rendu compte en côtoyant les grands-pères et les grands-mères kabyles qu'ils étaient dépositaires d'une tradition orale, bien sûr, puisqu'ils étaient tous illettrés là-bas. Hein. Tous ceux qui côtoyaient. Et donc cette tradition orale avait la peau dure. Et il s'est dit, eh bien, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas dans ma région? Et il est revenu en permission, c'était en 58, au printemps, je me rappelle très très bien, parce que moi je vivais très très mal le fait que mes deux frangins étaient en Algérie, et en particulier André, qui était en petite Kabylie, une zone très dangereuse. Et il est revenu en permission, et là, il a été voir grand-mère Florestine. Alors, Florestine, c'était quelqu'un de formidable, parce que d'abord, pas parce que c'est ma grand-mère, absolument, mais c'est quelqu'un qui, je m'en suis rendu compte après, était comme parmi les meilleures informatrices qu'on ait rencontrées. Mais hélas, elle n'a pas pu être enquêtée parce qu'elle animait dans son jeune temps les noces pendant 3 jours, parce qu'il y avait l'après, le jour de la noce et le lendemain, après A, 2, P, R, E, hein, d'accord. Et donc elle animait ses noces comme ça, et elle était, paraît-il, inépuisable. Et si dans la famille on a un tantinet de fibres musicales, ou artistique, comme on veut, c'est elle. C'est elle. Il n'y a pas à baver parce que mon grand-père, son mari était à rien, mon père à rien, pire que rien d'ailleurs. Il y avait d'autres qualités, mais pas celle-là. Voilà, alors donc, pendant cette permission, il l'a interrogé. Et il lui a dit, voilà, Nené, parce qu'on l'appelait comme ça, qui que tu dansais quand tu étais jeune? Ah ben, ça a été ses premières paroles, et j'étais là, hein, j'étais là. Et elle dit, dansions pieux tes oies. Voilà. Et ça a été la première. Alors, mais comment qu'elle était? Et elle nous a fait voir la danse pieux tes oies. Puis après, la Sagantina, la Varsovienne, mais elle était déjà âgée, hein, elle avait 86 ans. Et donc, c'était limité au niveau de la danse. Mais au niveau de la chanson, elle avait transmis, puisqu'elle avait été obligée de s'arrêter quand elle s'est mariée, parce que les maris ne toléraient plus après que leur femme aille dans les noces, etc. Bon, de l'autre côté, c'était possible, mais du côté des femmes, non. Hein, la condition féminine empêchait ça. Et donc, après, elle a transmis ça à ses filles. Eva, Yvonne et Léa. Et Eva, c'était ma maman, à moi. Et donc, maman a continué la tradition de sa mère. C'est-à-dire qu'elle animait les noces aussi. Moins bien, puisque le temps avait passé, mais moins bien, elle était moins complète, elle n'avait pas tout son répertoire, hein, dans ce sens-là. Mais maman était aussi comme ça. Et voilà, alors... Donc ça, c'est les tout prémices des enquêtes du PCP. Et donc mon frère André a collecté le plus qu'il pouvait avec un cahier et tout ça. Puis après, il fallait qu'il reparte en Algérie. Et il s'est dit, c'est juré, je reviens d'Algérie, j'achète un magnétophone et j'enregistre ma grand-mère, quoi. Je commence comme ça. Il est reparti en Algérie, mais la grand-mère n'a pas attendu. Elle est morte... en septembre, je crois, en me tenant la main. Moi, j'avais 12 ans et demi, j'avais presque 13 ans. Et quand elle est partie, elle a demandé à ce que je sois à côté d'elle. C'était 3 heures du matin.
maman est venue me réveiller, et ouais, c'était un drôle d'état, hein, et elle m'a dit donne-moi ta main. Alors j'ai pris sa main, et puis elle a fermé les yeux, et elle a dit je suis au petit Mimis. Parce qu'à l'époque, on m'appelait Mimis. Et ça, c'est une autre histoire, mais elle est encore plus longue. Mais à ce moment-là, à un moment donné, elle a rouvert les yeux. Elle a dit « Oh mon Dieu, collez beau. » Et bof, elle était partie. Alors, c'est vous dire que moi, j'en venais pas large, quoi. Ça, c'est pour raconter donc le départ, quoi. Voilà, je voulais témoigner de ça parce que ça me semble important. Parce que l'autre jour, j'étais à un spectacle de Gérard, à qui j'ai raconté cette histoire plus d'une fois. Mais vous savez bien comme c'est, quand on recueille la parole, quelquefois, on se mélange les pinceaux après quand on veut le mettre en forme. Et puis, il a raconté que c'était la grand-tante, alors que non, c'était la grand-mère. Enfin bon, la précision. Mais il va rectifier ça très vite. Ben voilà, ça c'était ce qui me tenait à cœur de dire. Bien sûr, André, après, s'est acheté un magnétophone et est allé enquêter le cousin de Florestine, qui s'appelait Aglaé Groussard, qui était violoniste, comme on veut, de son état, et agriculteur, bien sûr, qui habitait à Écoulois. Voilà, et ça a commencé comme ça, et il a donc, lui, transmis Sagantina, Varsovienne valse, etc. Ça a été les premières danses qu'on a recueillies. Après, il a été du côté du bocage, puisqu'il s'était marié en bocage avec Colette. Et donc, là, il a été interrogé aussi des personnes hautement qualifiées en bocage. Le terroir était riche, hein, on s'en est rendu compte après. Et voilà. Dans un premier temps, le cousin de Florestine, là, géographiquement parlant, on était où? C'est loin. 7 ou 8 km. Oui. Et après, donc, André glisse vers le bocage. Alors André, après, glisse vers le bocage. Et puis après, il s'est dit, il y en a partout. Moi, je vais vite, hein. Je vais vite, hein. Il avait vu les poireaux, tout ça. Bon. Et puis, il s'est dit, peut-être que tout a été fait. Les bujots. Les bujots. Qui lui avait été offert Oui, par Madame Cadier. Madame Cadier, oui. Voilà, de mon coutant. Et il a dit, tout a été fait. Et puis finalement, non. Tout n'avait pas été fait. Comment on est passé de cette démarche individuelle qui était la vôtre à quelque chose qui s'est plus organisé? Alors moi, à l'époque, j'ai bien dit, j'avais 12 ans. Ce qui m'apportait le plus, c'était pas les enquêtes. Hein. À cet âge-là, moi, ce que je voulais, c'était musiquer d'abord, danser après, parce que je me suis mis à la danse par amour, moi. Parce que les femmes aimaient danser. Moi, j'étais avec une femme qui aimait beaucoup danser. Et donc, je me suis mis à la danse par amour, mais c'était un peu par inadvertance aussi. Oh, ça aurait été dommage, hein. Ça aurait été dommage. Tu danses pas. Belle raison. Oui, c'était une belle raison. Qu'on a tous eu connu. Et donc, ce qu'il y avait de formidable, c'est que moi, en même temps que je me formais à la danse comme ça, sur le tas, bien sûr, je parle pas de ma femme, mais je parle des enquêtes. C'était pour faire un mot et j'y résiste pas. Mais après, moi ce qui m'apportait surtout, c'était la musique. Alors la danse, je suivais ma femme qui, elle, voulait faire de la danse contemporaine, faire de la danse classique. Je me suis retrouvé au Crêpes de Bois, environné d'une vingtaine de nanas qui tous faisaient de la danse, et moi, le seul mec. Alors les portées, les journées où l'on faisait les portées, je vous dis pas, je revenais, j'étais sur les genoux, moi. Bon, enfin bref, voilà. Ça a été quand même une formation initiale assez importante pour moi. Et pour dire que moi, j'avais surtout la musique en tête, quoi. C'était surtout ça. Comment Chanter et tu as fait le lien entre cette envie danse, ces stages danse, et collecte, danse ou autre chose, ou musique? C'est-à-dire que les collectes, il y en a qui sont chargés pour moi.
André en particulier, après il y en a eu d'autres, Malière, Kissiemi, etc. Bon, c'était bien pour moi, à cet âge-là, moi, après je recueillais effectivement les danses et tout ça. Moi ce qui m'intéressait c'était la scène. Donc ta démarche a été puisée dans le fond que les autres avaient collecté, Ouais. plus que d'aller rencontrer les... Oui, alors chez nous, dans la famille, comme on était tous plus ou moins musiciens, disons qu'au départ, on faisait les enquêtes, mais c'était très intéressé en fait. C'était pour les utiliser ensuite pour s'exprimer avec. Comme faisaient les groupes folkloriques, mais sauf que nous, on partageait. Hein, c'était ça l'idée d'André. C'était de dire, on ouvre ça au maximum et on met le plus possible les jeunes en contact avec les anciens. De manière, donc j'ai été dans ce mouvement où pendant les stages, je faisais aussi des enquêtes. Et j'ai commencé les enquêtes comme ça, mais pas individuellement. D'accord. Alors par contre, dans les stages, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment plus ce stage en tant que collecteur? Alors pendant les stages, bon, ben, très vite, aussi de fait, de par ma profession, parce que j'étais animateur culturel départemental, moi, on avait été recruté en gros grâce au mouvement de l'UPCP d'ailleurs, hein, qui était vraiment à cette époque-là un foisonnement incroyable. Hein. Tu es à quelle époque là? Alors j'ai commencé moi au collège de Pamprou, dans les Pibolous. On était la première équipe des Pibolous. Avant, il y avait une équipe mais de jeunes protestants. Que la meilleure qualité qu'ils avaient, c'était d'être protestants, mais pas surtout d'être musiciens et danseurs. La première équipe qui a été, dont la qualité était de la danse et de la musique, c'était une équipe de jeunes, car on avait tous 15 ans, 16 ans. Même pas, 14 ans. C'était en 60. Ouais, c'était en 60. Moi j'avais 15 ans à cette époque, 14 ans et demi. Allez. Au collège de Pamprou, où André était prof. Alors, en tant que prof, moi, ça n'a pas été une des meilleures périodes de vie que j'ai eues avec lui. Mais en revanche, en dehors de l'école, il avait monté un groupe de jeunes, quoi, et ça a été la première équipe des Pibolous, en fait, qu'il a réuni ensuite avec une jeune équipe de la mode. Et ça a été les premiers Pibolous, quoi, en fait. Et nous, comme on était jeunes et plein d'énergie et sportifs et tout, on a mis du peps dans la danse, quoi. Les premières équipes de Pibolous, ça va, c'est si bien qu'il y avait Léontine de la Chapelle-Tireuil qui disait « Qui n'a jamais vu les Pibolous n'a rien vu ». Enfin bref, ça c'était les tout premiers prémices. Alors donc, moi je suis entré là-dedans par la musique et la danse, quoi. J'étais d'abord doué là-dedans. Il faut dire que les enquêtes, pour moi, bon, j'avais d'abord à me construire, quoi. Alors après, il y a eu les premiers stages, disons, organisés. Alors, j'ai fait mon premier stage, moi j'étais pas vieux, hein, j'avais 16 ans, c'était à Orouette, dans le Marais Nord, avec Louis Join et comment il s'appelait, Botivo, je ne sais plus. Dans le cadre Ouais. de la Ligue. La Ligue. La Fédération des hommes laïcs. Et là, j'ai étudié, mes premières danses étudiées sur les maraîchines. Voilà, régionales. Donc, alors après, les Vendéens, ils sont venus me casser les pieds en me disant tout le temps que je dansais la maraîchine trop vite. Mais j'ai dit oui, certainement, parce que moi, je les ai apprises avant vous, et donc les témoins, ils étaient plus jeunes que les vôtres. Et voilà, enfin bref, ça a été mon premier stage. Après, on avait en même temps un stage itinérant qui s'appelait le groupe fédéral de danse populaire. Et, Toujours dans le cadre de la Ligue, de la Fédération des hommes laïcs. Voilà, c'est ça. Et où on apprenait les danses de tous les pays, quoi. Enfin, voilà, on apprenait des danses serves. Hein, tu te rappelles bien? J'ai noté ça. C'est là que je prenais les Alors il y avait ça. Alors c'était beaucoup plus des échanges entre associations comme ça. toutes les 3 semaines. Et puis après, nous, à l'intérieur du groupe fédéral, on a introduit les danses poitevines. Voilà. Ouais. Alors qu'avant, on les dansait pas. Tout était bien en Roumanie, en Serbie, en Pologne, En Israël, etc. Israël, et en Poitou, rien. Et nous, on a introduit la danse poitevine là.
Et ça a commencé comme ça, les ballets populaires, en fait. Ben oui. Et est-ce que ce besoin de nourrir le répertoire pour ces temps-là qui a favorisé le décollectage ou pas? Oui, bien sûr, parce que après, enfin, ça a favorisé. C'est-à-dire, ça s'est produit comme ça, c'est-à-dire que les jeunes, on faisait des stages au cours desquels on faisait des enquêtes. Pas compliqué. On se mettait tous à faire des enquêtes. On faisait de la musique, on faisait de la danse, on faisait de la photo, etc. etc. On faisait de l'artisanat, hein, je me rappelle, et on apprenait à faire des paniers à la Fazilière. Et puis, on faisait des enquêtes. Généralement, le matin était consacré à l'enquête. On partait par équipe de 2, 3, 4, pas plus. Et puis on avait des listes de gens et on allait sur le terrain. Voilà. Et puis on allait voir les lieux. Alors bien sûr, nos préoccupations c'était la danse et le chant, mais au fur et à mesure, on s'est formé à voir que c'était pas l'essentiel finalement. Qu'il fallait aller au plus profond de ce que les gens pouvaient témoigner, de ce qu'ils avaient vécu. Et là, moi, ça m'a accroché. Parce que j'ai trouvé que c'était, alors là, très intéressant. Beaucoup plus que de s'intéresser uniquement à la danse et à la musique. Et là, moi j'étais, alors après, là, ça me plaisait bien. Et après, j'ai encadré aussi des stages moi-même avec les Pibolous. J'en ai fait plusieurs. Moi, je me rappelle en particulier à La Motte, on avait fait on avait fait à Périgné, à Melleran, et puis toutes les associations qui étaient venues rejoindre les Pibolous, finalement qui était le groupe de base. Plus tard, Ça, c'était après les années 60. j'en sais avec la Marchoise. Puis, je ne me rappelle plus dans l'ordre, mais il y avait certainement la Caline de Toire, les Compagnons de Partenay, la Marchandelle Bourget, le Chaboussan de En Lezay. 68, la Marchandelle en 68, je crois. Non, pas la marchandelle. Non, Pas la Marchandelle. La vendue, 69. 69. La vendeuse 69 peut-être. La vendue avant peut-être, je crois. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses à préciser en lien direct avec cet élan vers l'autre, avec cette entrée en collecte telle qu'on a posée sur un plan élément biographique? Ouais, il y a une chose aussi que je tenais à signaler, là j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que on passait à côté de la guerre de 14. C'était terrible. C'était terrible, parce que on tombait dans les familles quelquefois, où on avait le grand-père qui était là, et puis on interrogeait la grand-mère sur ce qu'elle dansait, ce qu'elle chantait, et il disait « Oh, moi, je chantais pas, je dansais pas, hein, t'es tranché. » et tout. Alors nous, petits cons, on était là, putain, elle va encore nous faire chier avec sa guerre de 14, et nous on disait « Mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous, etc. » Puis, un jour, je me sentais mal à l'aise avec ça. Parce que maman, moi, m'avait raconté son frère aîné, Gustave, est mort des suites de la guerre de 14. Il avait été gazé, il a tout traversé la guerre. Il a fait partout, il a fait la Somme, après il a fait Verdun, il est revenu dans la Somme, il a tout traversé comme ça. Et du moment qu'il avait toujours, il a été gazé à l'Hypérite, du moment qu'il avait toujours ses deux bras et ses deux jambes, il l'a emmené à l'arrière pendant un certain temps, et puis après, hop, encore au combat, et il a fini la guerre comme ça, quoi. Il est revenu avec une toux abominable, et il a mis 8 ans à mourir. Et maman me disait tout le temps, mais c'est pas croyable ce qu'on a vécu à côté de ce pauvre Gustave, qui... on ne savait pas quoi faire, quoi. Et on le voyait dépérir petit à petit, et il est mort sous nos yeux comme ça, à petit feu, quoi. Ça a été l'enfer. Et moi, j'étais gêné avec ça. Et bien sûr, on était tous emportés par le mouvement, la danse, la musique, etc. Si bien qu'un jour, moi, j'en ai eu marre. Je me rappelle de ça, j'avais une discussion avec mon frère, et je lui avais dit, écoute, mon vieux, d'accord, on est antimilitariste, peut-être tout ça, il y a eu mai 68, etc. Mais les anciens qui ont fait la guerre de 14, ça vaudrait le coup qu'on se penche sur eux. Parce qu'on fait un grand spectacle à Geste Paysanne, où on évoque la guerre de 14 comme un schisme dans justement la population rurale et dans
la geste paysanne, ça voulait bien dire la culture paysanne, quoi. Il y a eu un schisme, là, à ce moment-là. Puisque ça a été une saignée abominable, puisque les femmes ont été obligées de se mettre aux travaux de la ferme, et qu'elles ont ballé comme des ronds de charrette, hein, Magazine nous disait, moi, j'ai perdu mon mari, hein, et après, 30 ans sans desserrer les dents. Rappelle, oui. 30 ans sans desserrer les dents. Ça veut bien dire, c'est une image très forte. Hein. Ramasser nos pétacs. Ouais. Et donc, on a réussi à faire un stage consacré à la guerre de 14. Et on a recueilli là des témoignages absolument bouleversants, quoi, qui faisaient partie intégrante de notre fameuse tradition orale. Il ne faut pas l'oublier. Et là, franchement, quoi, c'était très bien. Enfin, moi, je suis très ému en repensant parce que c'était terrible, quoi. Terrible. On sent bien cette émotion qui est tout à fait normale. Ouais. Sur les contenus des stages et la façon dont vous avez approché ces contenus, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce qu'il faut dire quand même, moi, au nom de tous, là, c'est que, en particulier, les universités rurales de printemps, comme on appelait ça, c'est si beau nom, hein, c'était d'un enthousiasme, d'un foisonnement, d'une espèce d'une explosion, quoi. Et d'une jeunesse. Incroyable. On était 100, 120 là, C'était la jeunesse. de jeunes. Bah, les mecs ils venaient là pour les meufs, les nanas ils venaient là pour les mecs. Et on dansait. Mais ça participait du truc, quoi. Je vous rappelle que Jolin a écrit dans Trasmag qu'il s'est formé dans des opérations où ça buvait, où ça baisait dans tous les coins. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais il n'empêche que non seulement on faisait ça, mais en plus on bossait comme des malades. Parce qu'on allait en enquête, par exemple, le matin, l'après-midi, on apprenait ce qu'on avait vu le matin. On le restituait tout de suite, on le dansait entre nous, on le musiquait entre nous, on le chantait, etc. Et le soir, veiller. Alors là, jusqu'à à peu près minuit, minuit et demi, et peu les meilleurs d'entre nous, après on se mettait sur nos cahiers et on faisait les dépouillements jusqu'à 4 heures du matin. Là c'est trop beau ça, c'est trop beau. C'est un peu... Moi j'ai plutôt dansé jusqu'à 4 heures du matin. Moi je dépouillais, moi. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il était sérieux, Maurice. Ah oui. Je voulais rebondir là, sur la remarque de Pierrot. Est-ce que, et qui a été, par laquelle finalement vous êtes répondu en écho, voilà. Est-ce que la libération sexuelle dans la foulée de 68 a vraiment été un élément sans lequel ce mouvement n'aurait pas eu cette ampleur? Pas toujours. Ça a été à un moment, ça. Ça a été... sur les années 70. Le contexte, quand même. La simplification des rapports entre les gens. Oui, pour le dire en termes plus choisis, plus Alors, scientifiques. est-ce que moi je peux faire une petite parenthèse? Parce que donc j'étais moi de la Elle était génération jeune à cette époque. en dessous, je faisais partie de cette jeunesse-là, puisque moi, voilà, mes premières participations donc, au sein de la Marchoise dans les stages, j'avais 12 ans. Donc, moi je sais que mes parents, ma mère notamment, m'a laissé partir faire ces stages. Alors évidemment sur les universités rurales de printemps, c'était un petit peu plus tard, je devais avoir 15 ans par là, 14-15 ans, mais elle m'a laissé partir en toute confiance dans ces stages. Évidemment, je pense que 68 y est pour quelque chose. Oui. Alors aussi, elle, je pense que c'est quelque chose qu'elle aurait peut-être aimé vivre, parce qu'elle était danseuse et elle faisait des concours de valse donc les samedis soirs. Et donc voilà, c'est la raison aussi pour laquelle elle avait envie que nous, à notre tour, on puisse vivre quelque chose au sein d'une association, ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment, au moment de leur jeunesse. Mais je pense quand même que la libération sexuelle, moi je parle en tant que fille et donc jeune à l'époque, évidemment, 68 est pour quelque chose, c'est évident. Et puis on était encadrés par ces gens qui étaient nos enseignants. Enfin moi les Vallières, je les ai eus comme profs de la 6e à la 3e.
Et donc il y avait une espèce de confiance, nos parents leur faisaient une espèce de confiance à cet encadrement, à part que, évidemment, ils ne connaissaient pas tous les dessous. Voilà, faire référence à ce que Pierrot vient de dire, des propos d'Yannick Jolin, parce qu'évidemment, s'ils avaient su tout ce qu'on faisait, quand on partait en tournée ou en stage, etc., je ne suis pas sûre qu'ils nous auraient laissé y aller à chaque stage. J'ai fait un chapitre d'un article sur ce sujet-là, et c'est forcé. Ces choses sont non, ce qu'il y a au niveau de la langue, moi, ce que j'aimais bien à une époque, c'était tout ce qui concernait les chroniques. Les chroniques, c'est-à-dire ce que les gens pouvaient dire comme, on dirait des punchlines maintenant, ou des choses comme ça. Il y avait des choses en Poitevin qui étaient succulentes, quoi. Des histoires, des personnages que j'ai rencontrés comme ça. Et je rapportais ça comme ça, quoi. Enfin, c'est difficile parce que d'enquêter là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui ne se passe pas du vivant. Autrement dit, ça demande à être raconté, quoi. Reporté comme ça, direct. Pour l'enregistrer, il faudrait avoir tout le temps à l'enregistrer. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas possible. Voilà. Alors, et ça, moi, j'aimais beaucoup ça. Quelle a été la place du Poitevin Saintonge dans l'acte de collecte? C'est-à-dire, est-ce que vous parliez, vous, la langue? Est-ce que vous collectiez dans la langue? Est-ce que vous vous centriez sur les témoignages dans la langue ou pas? Quel était ce rapport-là à la langue? Alors moi, en ce qui me concerne, c'était facile, parce que le Poitevin était ma langue maternelle. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'allais à l'école à Beausset, une petite commune. À la maison, je parlais Poitevin. Sur le chemin de l'école, je parlais Poitevin. Dans la cour de récré, je parlais Poitevin. Et pouf, dans la classe, je parlais français. Alors moi, j'étais avantagé, parce que j'avais une mère qui était une paysanne d'intello, qui lisait beaucoup, et une tante, et ma tante Léa, qui était ma marraine, qui n'était pas moi, et qui m'a très tôt initié à la lecture, et en français, et tout ça. Autrement dit, quand je suis arrivé à l'école à Beausset, moi, j'étais déjà bilingue. Et donc j'avais un avantage sur mes petits copains. Mais alors il y en a beaucoup, ils pataugeaient avec ça, quoi. Et là, même, j'ai des anecdotes, bon, on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus, mais j'ai plein d'anecdotes, quoi. Et alors, la langue, c'était une facilitation, bien sûr, quand on allait en enquête. Parce qu'on arrivait dans une ferme, n'importe. Vous l'êtes, madame Rouillon ou Pouillon ou je ne sais plus. Oh, on n'a pas de cheveux là. Ah ben, pourtant, il ne sait pas. Si, Rouillon. Ah, couillon, les couillons, rose couillon, vous voulez dire. Ben, elle n'est pas là, elle est là, vous filez un peu plus haut. Bon, bref, il y avait ça. Ça facilite, quoi. Ça facilite. Et puis après, pendant l'enquête, si on parle Poitevin avec quelqu'un qui répond tout de suite en Poitevin, il est tout de suite plus à l'aise. Parce qu'il n'y a pas la barrière de l'effort du français, à l'époque, hein, je parle, hein, où le Poitevin était encore très, très usité, quoi. Oui. Non, chez nous, dans la plaine, le Poitevin est... D'abord, bon, faut dire tout ce qui est, mais c'est... Avant la Révolution française, la région de Cherves, elle n'était pas Poitevin, elle était Angevine. Hein, il faut bien se le dire. Cherves était la limite extrême de l'Anjou. Hein, voilà. Mais bon, il y avait un langage qui était proche du Poitevin, et il y a des termes qu'on oui, tout. Et mes parents, moi j'entendais le Poitevin couramment. Mes parents étaient paysans, ne lisaient pas, et c'est sûr que ça a aidé énormément. Et moi, mais ce qui m'a surtout frappé, étant donné que je me déplaçais beaucoup, j'allais des fois dans le même après-midi de 20 km, je changeais de 20 km de zone parce que j'avais des témoins et puis j'allais les revoir et tout ça. C'était les différences de langage qu'on pouvait noter au niveau des sons. Oui, bien sûr. Sur des mots qui étaient semblables, oui. Différents de langage. Et parfois, ça m'arrivait au début, malgré mes connaissances, d'être en difficulté par rapport à ce que j'entendais dans les bois et ce que j'entendais à Mazeuil, par exemple, qui était à 15 km à vol d'oiseau. C'est oui, c'est ça qui m'a le plus frappé. Mais on s'adaptait, quoi. Je dirais que de Montmorillon à Noirmoutier, globalement,
j'ai jamais eu de difficulté au niveau de la langue. Moi non plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours il y a une sorte de construction de phrase qui revient, etc. Bien sûr, il y a des mots de vocabulaire qui sont différents, les sonorités, etc. Mais on s'y retrouve toujours. Il y a toujours un fond global. Quoi. Ceci étant, ce qui est important aussi, je vous parlais des chroniques tout à l'heure, c'est que la forme d'humour est très liée à la langue. Et que dans les chroniques, quelquefois, il y a des choses qui sont très drôles en Poitevin. En français, ça tombe complètement à plat. Ça n'a plus d'humour du tout. Mais alors en Poitevin, c'est succulent, quoi. Alors voilà, ça, j'ai souvent, quoi. Est-ce que vous avez favorisé la montée des témoignages centrés sur la langue ou répertoire chansonnier C'est arrivé. C'est arrivé. Quand on rencontrait quelqu'un qui avait vraiment un langage, parce qu'il y en avait. Moi j'avais un oncle, l'oncle Alcide, hein, et il conjuguait parfaitement les verbes en Poitevin, hein, y compris le plus que l'imparfait du subjonctif, impeccable. Hein. Quand j'en ai tu flux qui m'en enlisse. Bon, ben voilà, quoi. Oui, et puis ça, mais naturel, quoi. Extraordinaire. Donc là-dessus, pour ça. Alors que, généralement, quand le flux qui m'en aille, hein, on dit généralement, quand le flux qui m'en enlisse. Voilà. Et quelquefois, comme ça, les tournures de phrases ont leur importance dans l'humour et tout, quoi. Alors la langue est très importante. Mais de toute façon, ce que je voudrais dire, c'est que les témoins, bon, il y a le témoin qui ne vous reçoit pas, enfin, c'est pas un témoin qui ne vous reçoit pas, il y a celui qui est accueillant, mais qui cause pas ou où on n'a pas capté, on n'est pas arrivé avec le bon thème, tu vois ce que je veux dire. Vous chantez, non, vous dansez, mais non. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est ça. Et puis il y a aussi celui dont les enfants. Oui, ils veulent pas. Dont les enfants ne veulent pas que les parents témoignent. Non, c'est sûr. Il faut c'est sûr. Ça alors. Mais moi, à Noirmoutier, je peux te dire que. Mais les témoins. Non, ce n'est pas la peine que vous reveniez, hein. C'est pas la peine que vous reveniez. J'ai la boîte magnésique là. Et puis la mémé venait, elle dit, vous reviendrez demain, parce qu'elle sera partie au marché. Puis l'exemple aussi typique, c'est l'homme qui veut parler et la femme qui parle tout le temps derrière, et qui parle tout le temps mais qui dit n'importe quoi. Et ça couvre la voix. Ça, c'est absolument abominable. Et vous avez développé des stratégies pour... bien sûr. Quelquefois, ouais. Moi, ça m'est arrivé de dire, madame, est-ce que vous pouvez vous arrêter de parler, s'il vous plaît? Ah oui, carrément. Ah, carrément, moi j'étais direct à ce niveau-là, et ça ne changeait rien au problème. D'ailleurs, souvent, non, mais ça a changé une chose, c'est arrivé 3-4 fois où elle est devenue gentille, et elle est devenue témoin. Oui, mais tu as modifié quelque chose. Mais j'ai modifié quelque chose. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ah non, je n'entendais même pas ce qu'il disait. Dans l'absolu, c'est ça. Qui m'en veux-tu que le magnétophone m'entende? C'est une scène de comédie de Molière. La femme qui parle. Les enfants étaient des barrières, hein. Souvent. Ah ouais. À Noirmoutier, moi. Oui, donc c'était un jeu. Vous vous occupez de vous n'allez quand même pas emmerder les vieux avec vos histoires, là. Mais les stages au stop, où à chaque fois la presse en parlait et tout ça, et puis le groupe de danse qu'on faisait, où les gens nous voyaient danser, ça nous a énormément aidé quand même au fil du temps. Il faut dire qu'en quelques années, ça a fait balancer plein de gens dans le bon sens. Voilà. Le journal avait forcément une fonction. Ah, il avait une fonction. Et puis aussi l'organisation des veillées qu'on faisait pendant le stage, qui aussi donnait une ampleur à la chose et mettait un petit peu en avant certains personnages
du territoire. Et les anciens devenaient les vedettes de la soirée. Le jour où Ouest France s'est déplacé chez Magazine, mais je peux te dire que la Magazine est... Ça fait causer. Oui, normal. C'était ça le but, c'était de leur rendre les honneurs. Bon, je vous propose là que nous allions...